Bonsoir à vous tous. Je ne vous surprendrai pas si je vous dis que mon héros préféré est un héros littéraire, c'est Don Quichotte. Alors je crois que tout le monde aujourd'hui connaît l'histoire du chevalier à la triste figure, un hidalgo dans l'Espagne de Philippe II, au tout début du XVIIe siècle, cinquantenaire, vivant modestement de ses terres, et pris d'une telle passion pour le roman chevaleresque, et pris d'une telle admiration pour les prouesses de ses personnages, qu'il va décider un jour de tout planter là et de suivre l'exemple de ces magnifiques chevaliers. Il va mettre son rêve à l'épreuve de la réalité. Il va l'agir, il va le mettre en forme. Il va, comment dire, donner corps aux vertus sublimes des chevaliers errants, qui n'étaient que pur verbiage lyrico-poétique, et complètement séparé de la vie, et même en contradiction avec les gestes de la vie. Il va donc s'arracher à sa bibliothèque, il va s'arracher aux livres qui lui présentaient un monde merveilleux, pur, sans épines, etc., pour s'engager dans le monde de la réalité, pour prendre ce monde à bras le corps, pour le respirer, l'étouffer, le sentir, l'éprouver dans son âme et son corps. Il va s'engager dans l'humaine cohue, il va frayer avec les vivants, avec tous les vivants. Il va, en quelque sorte, essayer cette chose qu'on dit impossible, essayer de concilier son rêve et la réalité. Il va essayer de concilier son idéalisme, l'idéalisme, avec avec ses actes. Alors, attendez, j'ai un petit trou. Oui, et il va entreprendre cette utopie qu'il veut réaliser ici et maintenant. Il va l'entreprendre avec un courage inouï. Je dis au passage que le Quichotte n'est pas le rêveur illuminé que l'on croit, le, le songe creux, le déboussolé total, etc. Il veut réaliser son utopie ici et maintenant. Et il le fait avec un courage inouï, puisque l'une des vertus essentielles du héros, c'est le courage. C'est le courage. Et Yankelevitch disait le courage est la condition de la liberté, et le geste même de la liberté. Et le Quichotte a un courage absolu, au point qu'il ne peut mettre sa vie en danger s'il s'agit de défendre les valeurs qui lui importent. Alors, son programme, en gros, qui est un peu mégalo, c'est de bannir l'injustice partout où elle sévit, c'est de voler au secours du faible, du dominé, du valet de ferme maltraité par son patron, du galérien maltraité aussi, des femmes malmenées, et de partir en guerre contre les méchants, les salauds, et ceux qui abusent de façon éhontée de leur pouvoir. Sauf que il échoue assez souvent. Nabokov a fait le compte de ses victoires et de ses défaites, et il a noté qu'il y avait autant de victoires que de défaites. Il échoue une fois sur deux. Pourquoi échoue-t-il? Parce que son combat est colossal, immense, rien de moins que de rendre les hommes meilleurs et de faire que le monde soit miséricordieux, généreux, etc. Il échoue parce qu'il est seul. Nietzsche disait que la condition du héros, c'est la solitude. Il est seul. Or, les grandes causes ne se gagnent que si elles ont derrière une armée, un peuple, des soutiens. Il est seul. Il échoue aussi parce qu'il se méprend sur le contexte dans lequel il évolue. Comment on se méprend, enfin je ne sais pas si méprendre est le mot, comme nous aujourd'hui devant cette histoire qui est sidérée avec le Covid-19, une histoire que l'on n'arrive pas
à rabattre sur un schéma intelligible. Et le Quichotte, souvent, est pris dans une réalité qu'il ne sait pas interpréter et traduire. Il échoue aussi parce que son combat est un combat éthique. C'est un combat contre le mal, carrément. Or, on sait tous que la question du mal, depuis la nuit des temps, est une question irrésolue et même sacrément béante. Mais s'il échoue aussi souvent que je le dis, il réussit une chose magnifique, c'est que partout où il passe, partout où il déferle, il crée du vivant. Il secoue les habitudes, il interroge, il inquiète, il bouscule, il fait circuler le désir. Partout où il passe, c'est le feu, le désordre, c'est c'est la vie, c'est la vie. Et René Char disait, parlait comment des magiciens de l'insécurité. Partout où ils passent, ils sèment l'insécurité, autrement dit la vie. Voilà, je pourrais parler longuement des vertus du Don Quichotte, mais je me disais qu'il était peut-être intéressant, enfin je ne sais pas comment le dire, que je lise des extraits du livre que je lui consacre, qui est un livre qui sortira à la rentrée prochaine, dont le titre est Rêver debout, et qui est constitué d'une suite de lettres que j'envoie à Cervantes, les unes, celle du début coléreuse, et celle de la fin, évidemment, admirative. Donc je vous lis un extrait de ce roman sur le Quichotte. On me voit toujours là. Je vous le dis tout net, je ne suis pas monsieur d'humeur à rire, et les façons dont vous traitez votre Quichotte ne sont pas de mon goût. Vous dites que son cerveau, tout empli des fadaises qu'il a lues dans les livres et qu'il croit véridiques, l'amène à se livrer à des actes insensés. Est-il insensé de considérer que la littérature n'est pas lettre morte, parure de cheminée, boniment inutile, mais qu'elle est lettre vive, ardente, expérience intime et qui bouleverse la vie? Est-il insensé de se révolter contre les saloperies dont nous sommes témoins, puis de leur faire la guerre avec les moyens du bord, quitte à se casser la gueule? Est-il insensé de vouloir se faire le rempart et l'appui des affligés de toutes sortes, au risque de déplaire à la sainte Hermandad qui veille à ce que rien ne nuise à la très sainte Église comme à sa très catholique majesté? Préférez-vous que l'indifférence, la résignation ou l'abdication deviennent notre lot et que nous regardions sans piper les misères des autres dès lors qu'elles ne nous regardent pas? Préférez-vous qu'on les dénonce tout en se gardant d'intervenir, comme si évertues nos révoltés de pacotille, mine indignée, voix vibrante et tenues savamment négligées pour se délecter ensuite de leur très fatale impuissance? Ou pire encore, préférez-vous un monde où l'on ne croirait plus en rien, où l'on ne se vouerait à rien et où l'on s'en féliciterait avec plus ou moins de cynisme? Préférez-vous un monde où notre seul souci serait de bouffer mieux? Un monde où il n'y aurait plus motif à s'exalter, sinon devant les prouesses commerciales et les masses de fric honteusement gagnées? Un monde où l'enthousiasme, l'ardeur, le désir impérieux et sauvage ne surgiraient plus que devant le projet d'engranger toujours plus de dividendes? Pardonnez-moi, monsieur, mais votre livre me ramène furieusement à notre maintenant et à ces maladies dont vous ne pouvez évidemment rien savoir, et je ne décolère pas en vous lisant. Un autre reproche à l'instant me monte aux lèvres. Pourquoi, expliquez-moi pourquoi, vous moquez-vous de votre Quichotte lorsqu'il ne s'accommode pas de ce qu'on appelle, pour aller vite, la réalité? Est-il insensé de s'insurger contre cette plate, cette pauvre, cette piteuse réalité, ou celle qui se donne pour telle, et de lui préférer celle que l'on porte en soi, tellement plus vaste et désirable? Ne pensez-vous pas que la réalité que nous appréhendons par nos yeux intérieurs, depuis nos forêts intimes, depuis nos Indes enchantées,
depuis nos Californies violettes et nos jardins du souvenir, ne pensez-vous pas que cette réalité-là donne à l'autre, celle dont les consensus déterminent la forme, une couleur et une saveur rares? Mais ne vous méprenez pas, monsieur, sur le sens de mes mots. Je ne dis pas que le Quichotte cherche à imposer une illusion spécieuse en lieu et place de la réalité, comme quelques lecteurs distraits ont parfois avancé, ou pour l'exprimer autrement, que le Quichotte substitue sa petite vision subjective et perso à une autre prétendument objective et affreusement rectangulaire. Je dis, monsieur, que le Quichotte perçoit parfaitement la réalité, mais il l'aperçoit depuis le promontoire de ses songes. Et depuis ce promontoire qui le porte aux confins du visible, la réalité qu'il découvre se transmue, s'élargit, se déploie, s'exorbite et prend des formes fantastiques et tout à fait insoupçonnées. Il peut alors appréhender ce que la plupart d'entre nous ne voient pas. Il peut scruter l'obscur, discerner des abîmes là où d'autres ne voient que leurs pieds, l'horreur là où d'autres ne voient qu'insignifiance, et sur certains visages reconnaître une splendeur devant laquelle la plupart d'entre nous sont aveugles. Il voit plus, il voit grand, il voit autrement. Il voit tout ce qui, à la réalité, fait défaut. Il voit, cher monsieur, en poète, et jette sur le monde un œil très différent de celui du bovin. Il voit l'inapparent, l'insoupçonné. Il voit les normes normales avec une acuité rare. Il perçoit tout en nouveauté et peut ainsi saisir l'étrangeté de certains objets que nos habitudes ont rendus familiers, découvrir un aspect inouï aux formes les plus bêtes, ressentir proche de son cœur les plus inatteignables, très éloigné de lui, celle à portée de main, et éprouver ce sentiment d'étrangeté devant le monde qui parfois nous assaille, mais que nos routines écrasent à grands coups de talons. Je continue encore. Depuis le promontoire de ces songes, où une autre lumière vient irradier les choses et les hommes, sa vision corrige en quelque sorte la myopie dont nous sommes affligés lorsque nous les voyons uniquement éclairés par notre froide raison et notre froide curiosité. Est-ce cela, monsieur, que vous appelez sa folie? Souhaitez-vous donc une vie délivrée de ses rêves et de ses utopies, une vie uniquement vouée aux morales utiles? Souhaitez-vous que nous abandonnions tout ce qui a toujours tenu les femmes et les hommes debout, le goût du rêve, le goût du risque et la soif d'inconnu, quel que soit le nom qu'on lui donne? Voulez-vous que disparaisse à tout jamais celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes? Auriez-vous oublié que l'utopie est l'un des meilleurs adjuvants de la vie, qu'elle lui donne une puissance qui la jette en avant à travers la nuit noire et l'amène à s'ouvrir à des souffles inconnus, des horizons insoupçonnés et de nouvelles Amériques? Auriez-vous oublié qu'elle constitue une force de propulsion inouïe pour la pensée qu'elle pousse dans le doux jusqu'à des terres infréquentées ou laissées en jachère en attendant qu'elle donne forme à d'inconcevables hypothèses? Ignorez-vous que les plus belles réalisations sont nées de ces explorations de l'impossible auxquelles se sont livrés quelques quichotesques esprits, et que les utopies les plus folles sont vouées à se réaliser un jour ou l'autre? Toute l'histoire, cher monsieur, nous l'apprend. Voulez-vous nous en déposséder en les frappant de discrédit, ainsi que s'y emploient aujourd'hui les adeptes cyniques de la réelle politique, qui ferment les yeux sur un monceau de saloperies afin de mieux tirer profit du monde comme il va? L'utopie est d'ailleurs un vocable que ces messieurs soigneusement évitent, un mot dont ils n'usent qu'avec la plus extrême circonspection, ou qu'ils disqualifient
son usage aux rêvasseurs en char, oh, aux rêvasseurs en chambre, qu'ils savent parfaitement inoffensifs. Ces messieurs dont la race, je crois, n'est pas près de s'éteindre et qui travaillent sans fléchir à l'accroissement exponentiel de leur pouvoir, préfèrent donc ne pas user de ce mot dangereux qu'ils associent en tressaillant aux flammes du désir, au soulèvement des esprits et aux grandes ferveurs révolutionnaires, autant de choses qu'ils redoutent, presque autant que leur ruine. Moi, ce que je crains, monsieur, c'est que la carence en utopie de ceux qui nous gouvernent et se veulent réalistes ne nous accule au pire si aucun Quichotte nouveau ne vient fourrer son nez dans notre paysage. Vous autres, c'est une citation de Nietzsche, vous autres, êtres sobres, qui vous sentez cuirassés contre la passion et l'imagination, et qui aimeriez bien faire de votre vide un objet d'orgueil et un ornement, vous vous appelez réaliste et vous donnez à entendre que le monde est conformé tel qu'il vous apparaît. Je vous quitte sur ces mots de Nietzsche, un philosophe qui m'est cher, mais que vous ne pouvez pas connaître. Je reprendrai ma lettre dès qu'un peu de calme me sera revenu. Une nuit est passée et je ne suis toujours pas d'humeur à plaisanter, car votre obstination à malmener votre hidalgo, franchement, m'exaspère. Vous lui flanquez en guise de haume un plat à barbe sur la tête, vous la coutrez de choses rapiécées, vous l'équipez d'une lance rongée de rouille et d'une branche d'arbre en guise de hallebarde, vous le faites monter sur un roussin et flanqué, très judicieusement appelé trottinante. Bref, vous lui donnez l'allure d'un pauvre épouvantail tout cliquetant de ferraille. En l'exposant ainsi à la risée de tous, vous autorisez ceux qui se piquent de culture à s'étrangler de rire en évoquant le pantin ridicule qu'un idéalisme exacerbé conduit à prendre de très anodins moulins à vent pour de féroces géants. Petite mise au point pour fermer la gueule une fois pour toutes à ces ignares, les moulins à vent à l'époque du Quichotte étaient une innovation, une nouveauté, et rien n'était plus naturel que de les trouver déconcertants et fantastiques et de se méprendre sur leur fonction. Aussi, je vous prie de revenir un instant, monsieur, sur votre jugement hâtif autant que désinvolte concernant sa folie. Je vous accorde que votre Quichotte est fou, s'il est fou d'être généreux dans un monde qui ne donne jamais sans retour, un monde pauvre en amour, pauvre en miséricorde et plus encore pauvre en pitié. Je vous accorde qu'il est fou, si c'est être fou que de choisir de vivre selon ce que vous dites, votre âme et votre cœur. Je vous accorde qu'il est fou, si la folie est le nom que l'on donne à ce qui chez un être subsiste encore de puissance visionnaire. Je vous accorde qu'il est fou, si l'aliéné, je bégaye sans arrêt, je suis désolée. Okay. Je vous accorde qu'il est fou, si l'aliéné est un homme qui a préféré devenir fou dans le sens où socialement on l'entend, plutôt que de forfaire à une certaine idée supérieure de l'honneur humain. C'est Artaud qui en donne la définition et elle va comme un gant au Quichotte, lui qui, devant toute injustice, ne peut que s'opposer, car il y va, déclare-t-il, de son honneur chevaleresque. Je vous accorde qu'il est fou, si vous tenez les chants de Maldoror et ses pages pleines d'un poison divin pour l'œuvre d'un démon victime d'un tréponème, ainsi que l'écrivirent quelques misérables de son temps, quelques plumitifs à l'âme rance qui ne lui arrivaient pas à la cheville. Je vous accorde qu'il est fou, s'il est fou aux yeux de ceux qui ne tolèrent des hommes aucune singularité ni aucune incartade, aux yeux de ceux qui les font brûler vifs sur les places publiques pour s'être écartés de la norme fixée par votre sainte Église, qui d'ailleurs, cher monsieur, possède la vérité sur la folie, qui décide de qui est fou
ou de qui ne l'est pas. Certainement pas les églises, ni les États, ni leur police, ni d'ailleurs les psychiatres. Voilà ces pages que vous lirez, j'espère, au mois de septembre et que j'avais grand plaisir à vous offrir. Voilà. Bonsoir et à bientôt.